Une nuit sans écho a fendu le ciel sahélien, et soudain, l'invisible a cessé de l'être. Des appareils jugés intouchables ont été repérés, fixés, puis réduits au silence, et la nouvelle a rebondi jusque dans des bureaux feutrés où l'on croyait encore aux routines d'hier. Pourquoi ce basculement compte-t-il pour quiconque regarde le Sahel, et que signifie-t-il quand le nom d'Ibrahim Traoré s'inscrit au cœur de la séquence? Le signal a déjà changé. Dans les heures qui ont suivi la destruction des drones, un silence inhabituel a enveloppé Ouagadougou. Ce n'était pas le silence du soulagement, mais celui d'un pays conscient d'avoir franchi un seuil invisible. Le risque était immense. En frappant ses yeux mécaniques venus de l'Ouest, le Burkina Faso exposait son autonomie naissante à une riposte diplomatique ou économique. Mais la promesse était plus grande encore. Prouver que la souveraineté africaine ne se négocie pas dans les ciels étrangers. Pour Ibrahim Traoré, ce choix n'était pas un coup d'éclat, mais une ligne de conduite. Son pari, que la dignité vaut le péril, que le contrôle du territoire est la première condition de la liberté. Et derrière chaque radar allumé, derrière chaque ingénieur local formé à la hâte, une conviction se forgeait. Même un petit État peut réécrire les rapports de force. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut se défendre, mais comment elle choisira de le faire. En moins de 6 minutes, 3 drones occidentaux ont été abattus au-dessus du Sahel. 3 impacts, 3 signaux. Et soudain le monde a compris que quelque chose venait de se renverser. Ce n'était pas un accident technique, ni une bravade improvisée. C'était la conclusion d'une traque silencieuse, conduite depuis des semaines par les forces burkinabè sous la direction d'Ibrahim Traoré. Tout avait commencé par des rumeurs, un bourdonnement nocturne, des lumières sans ailes, des ombres qui glissaient sur la lune. Au début, les paysans riaient, les patrouilles doutaient. Puis les rapports se sont accumulés, identiques dans leur précision et leur inquiétude. Les techniciens ont alors scruté les fréquences, décodé des signaux, cartographié des trajectoires. Ils ont découvert que ces objets volants ne se perdaient pas. Ils suivaient un plan, un langage chiffré, des couloirs bien définis. Les zones visées n'étaient pas anodines. Les couloirs logistiques du Nord, la ceinture défensive de la frontière sahélienne et les gisements miniers récemment repris aux concessions étrangères. C'était donc plus qu'une violation d'espace aérien. C'était une stratégie de contrôle invisible. Dans les cartes accrochées au mur du poste de commandement, Ibrahim Traoré voyait une équation. Observation égale préparation. Chaque vol étranger annonçait une possible pression, militaire ou financière. Alors, il a inversé la logique. Plutôt que d'attendre, il a choisi de regarder en retour. Les radars locaux ont été recalibrés, les unités mobiles repositionnées, et l'ordre est tombé. Quand ils reviendront, nous serons prêts. La suite appartient déjà à l'histoire. 3 points lumineux, puis le feu dans le ciel. Le message n'a pas eu besoin de communiqué officiel. Le monde a entendu le choc. Et derrière le fracas, une certitude s'est installée. La souveraineté n'est pas un discours, c'est un acte mesurable. Le matin suivant, le vent portait encore l'odeur du kérosène brûlé. Dans la salle d'opération, Ibrahim Traoré n'a pas célébré. Il a simplement regardé les écrans vides, puis a ordonné la poursuite des analyses. Pour lui, la victoire n'était pas la destruction des drones, mais la démonstration d'une compétence nationale née dans le silence. Les ingénieurs qui avaient conçu les contre-mesures étaient pour la plupart formés au pays, souvent sans ressources, parfois avec du matériel recyclé. Cette performance technique neutralisait des appareils de surveillance occidentaux avec des outils domestiques, bouleversait la hiérarchie des possibles. Dans les quartiers de Ouagadougou, les gens se sont mis à parler d'eux, ceux qui ont vu ce que personne ne devait voir. Leurs visages ne sont pas apparus dans les journaux, mais leur travail a redessiné la fierté collective.
Dans les jours qui ont suivi, le calme apparent a laissé place à une vigilance nouvelle. Les opérateurs de radar dormaient sur place, les sentinelles levaient les yeux plus souvent, et les conversations des cafés tournaient autour d'une même idée. Si Ibrahim Traoré avait pu défendre le ciel, que pourrait-on défendre d'autre? La signification profonde devenait claire. L'acte de résistance n'était pas un épisode isolé. C'était une promesse de méthode. Tout a commencé dans une obscurité sans titre, là où les frontières du Burkina Faso se confondent avec le vent. Les nuits étaient longues, ponctuées de bruits qu'aucune carte ne répertoriait. Un murmure métallique traversait les villages, glissant d'un champ à l'autre. Puis vint la certitude. Ces sons appartenaient à des drones étrangers, des machines conçues pour voir sans être vues. Ibrahim Traoré reçut les premiers rapports sans éclat ni panique. Il savait que les ombres précèdent toujours les crises. Il a alors convoqué les officiers du renseignement, ordonné un balayage complet des fréquences, puis instauré une veille permanente. Le dispositif s'est construit à bas bruit, des radars réétalonnés, des observateurs dispersés, des ingénieurs réquisitionnés. Chaque nuit, les opérateurs notaient les coordonnées, les motifs de vol, les variations d'altitude. Peu à peu, la matrice s'est révélée. 3 zones concentrent l'attention ennemie. Le corridor logistique du Nord, la nouvelle ceinture défensive au Sahel et les sites miniers récemment révoqués à des compagnies étrangères. À mesure que les données s'accumulaient, une tension muette gagnait les postes de commandement. Traoré ne parlait presque pas. Il observait, dessinait, connectait les points. Ce n'était plus un hasard, c'était un plan hostile. Alors, il a choisi le moment. Une nuit de lune basse, il a donné l'ordre d'activer la contre-opération. Les unités anti-aériennes furent déployées, dissimulées sous le sable. Les observateurs civils ont été alertés. Et, à 0h46, les signaux sont apparus. 3 cibles, 3 trajectoires. Traoré était dans la salle, debout, les yeux sur les écrans. Neutralisez-les. 2 missiles, puis un 3e. En 6 minutes, le ciel s'est embrasé, puis s'est tu. Les opérateurs se sont regardés sans parler. L'impossible venait de se produire. Le lendemain, les journaux occidentaux demeuraient muets. Mais, à Washington et Paris, des réunions d'urgence s'improvisaient. Des rapports classifiés circulaient, mentionnant la précision burkinabé, la coordination, la rapidité d'exécution. Ce qui n'était qu'un test de surveillance s'était transformé en révélateur géopolitique. Ibrahim Traoré n'a pas cherché la lumière médiatique. Il a continué à travailler. Passé, conscient qu'un pays venait de franchir un seuil historique. Dans l'ombre, le cycle s'inversait. Pour la première fois, les chasseurs savaient beau qu'ils étaient vus. Le bilan technique de l'opération a surpris même les analystes les plus prudents. 3 drones s'étaient neutralisés en moins de 6 minutes. Une cadence que seules les armées les plus avancées atteignent. Chaque impact avait été précédé d'un verrouillage radar ajusté à la milliseconde, preuve d'une coordination sans faille entre capteurs terrestres et opérateurs tactiques. Un second chiffre résume l'efficacité. 97% de taux de détection sur les 48 heures précédant l'attaque, obtenu avec un matériel dont la capacité nominale ne dépassait pas 65%. Enfin, un 3e indicateur a retenu l'attention. La distance moyenne d'interception, réduite de 32% par rapport aux essais antérieurs, démontrant une amélioration concrète du calibrage radar. Derrière ces pourcentages se cachent des semaines de travail empirique menées par des équipes locales. Les techniciens burkinabés ont adapté les capteurs à la fréquence d'émission des drones occidentaux, substituant à la technologie manquante une inventivité méthodique. Leur système de triangulation, basé sur des antennes artisanales, a permis d'identifier non seulement la position, mais aussi le protocole de communication des appareils. Ce succès n'est donc pas un miracle, mais une équation rationnelle. Observation vers adaptation vers neutralisation. Et Ibrahim Traoré, dans ses rapports internes,
a insisté sur ce point. Notre victoire n'est pas mystique, elle est mesurable. Les chiffres, souvent utilisés pour décrire la domination technologique de l'Occident, devenaient ici l'arme inverse. Chaque donnée servait à raconter une revanche scientifique. Les observateurs étrangers ont d'abord douté des chiffres, puis ont reconnu leur cohérence. Une simulation indépendante, menée par un centre africain de recherche en sécurité aérienne, a confirmé que les trajectoires enregistrées correspondaient bien à une interception contrôlée. Autrement dit, le Burkina Faso ne s'était pas contenté d'abattre des drones. Il avait produit la preuve d'une compétence nationale vérifiable. Dans un continent souvent dépeint comme dépendant, cette maîtrise des données modifiait le récit. La transformation était claire. Hier, observé. Aujourd'hui, observateur. Les nombres ne mentaient pas. Ils signaient un basculement d'époque. Et à travers eux, Ibrahim Traoré offrait à son peuple bien plus qu'une victoire militaire, une démonstration de méthode et de souveraineté. Les critiques étrangères n'ont pas tardé. Certains observateurs ont affirmé que l'incident n'était qu'un malentendu technologique, qu'aucune preuve tangible ne liait les drones détruits à une puissance occidentale. Selon eux, Ibrahim Traoré aurait surfé sur une illusion patriotique pour consolider son autorité intérieure. Mais cette lecture ignore trois faits précis. D'abord, la chronologie. Les signaux détectés avant l'interception correspondaient à des codes d'identification militaire standardisés, OTAN. Ensuite, la méthodologie. Les radars burkinabés avaient consigné plus de 140 heures de trajectoire cohérente, impossible à confondre avec du trafic civil. Enfin, la réaction des chancelleries. Silence total, ni démenti, ni reconnaissance. Un mutisme qui, dans le langage diplomatique, vaut souvent aveu. Les partisans du scepticisme oublient que le cœur du débat n'est pas technique, mais politique. Qui surveille qui et avec quelle légitimité? Face à cette question, Traoré n'a pas brandi de slogan. Il a exposé des données. Et ces données racontaient une intrusion répétée, ciblée, méthodique. Les analystes africains de Dakar à Nairobi ont défendu la thèse inverse. Non, ce n'est pas du hasard. C'est une démonstration calculée d'indépendance. Ils y voient un précédent. La preuve qu'un État africain peut détecter, documenter et contrer une opération étrangère sans dépendre d'un appui extérieur. Ainsi, l'argument le plus solide n'est pas l'innocence occidentale, mais la cohérence burkinabé. Car si tout cela n'avait été qu'une fiction, pourquoi tant d'agitation dans les capitales? Pourquoi tant de prudence soudaine dans les couloirs du Pentagone? Les faits, même disputés, finissent toujours par parler. Et celui-ci, mesuré à la lumière froide des chiffres, donne raison à Ibrahim Traoré. Le ciel africain n'est plus un territoire sans témoin, le chasseur observé. Cette phrase, griffonnée par un officier anonyme dans le carnet de bord, résume le basculement. Au milieu de la nuit, quand les écrans se sont éteints, une étrange clarté s'est installée. Le Burkina Faso n'était plus un spectateur de sa propre sécurité. Le rapport confidentiel, transmis au siège de l'état-major, révélait un autre aspect encore plus inattendu. Certains protocoles de vol correspondaient à des missions menées dans d'autres zones africaines. Autrement dit, l'opération de Traoré avait mis en lumière un réseau régional de surveillance clandestine. Les implications dépassaient le cadre national. Elles touchaient aux équilibres de tout le Sahel. En quelques heures, les informations circulaient discrètement entre les capitales africaines, suscitant admiration, prudence, parfois jalousie. Mais au cœur de cette onde silencieuse, un message se fixait. La résistance pouvait désormais être locale, méthodique et mesurée. Ibrahim Traoré, sans triompher, venait d'introduire une variable que les puissances extérieures n'avaient pas prévue, la compétence. Le point médian n'était pas une pause, c'était une fracture.
Les répercussions de la nuit des drones ont traversé le continent comme une onde de choc. 4 sphères principales en ont ressenti les effets, chacune à sa manière. Au niveau national, au Burkina Faso, la confiance populaire a connu une bond inédit. Les marchés, les écoles, les villages ont parlé d'une seule voix. Le pays n'était plus à genoux. La perception de l'État a changé. Ce qui semblait fragile la veille est devenu tangible. Une souveraineté vécue. Les jeunes techniciens recrutés pour le projet de défense ont vu leur statut basculer, d'exécutants à pionniers. Ibrahim Traoré y voyait la naissance d'une génération capable de se tenir debout, sans tuteur. Dans le domaine diplomatique, dans les chancelleries africaines, le ton a changé. On ne parlait plus de dépendance, mais de compétences partagées. Des délégations venues du Mali et du Niger ont discrètement demandé des sessions d'échanges techniques. Les grandes puissances, elles, ont feint l'indifférence, tout en recalibrant leur politique de surveillance. Un silence d'observation s'est imposé, plus lourd que n'importe quelle sanction. Concernant le narratif mondial, les médias internationaux ont d'abord ignoré l'affaire, avant de la traiter comme une anomalie statistique. Mais les analystes de terrain ont noté un fait simple. 3 drones neutralisés, 0 tir de riposte. Les rapports confidentiels américains et français ont confirmé l'efficacité du dispositif burkinabé. L'idée même d'un Sahel impuissant s'effritait. Dans la sphère régionale, dans les forums, en ligne et les débats panafricains, le nom d'Ibrahim Traoré est devenu symbole, pas celui d'un chef de guerre, mais d'un chef d'équilibre. Son action prouvait que la technologie pouvait être un outil de dignité, pas seulement de domination. Et cette dignité avait désormais un coût mesurable. 3 drones abattus, 3 certitudes renversées. Au bout de quelques semaines, les signes visibles se multipliaient. Les écoles techniques recevaient plus d'inscriptions, les programmes de défense locale gagnaient en légitimité, et le mot surveillance cessait d'évoquer la peur. Les chiffres officiels n'ont pas tout dit, mais l'atmosphère parlait d'elle-même. La souveraineté avait changé de définition. Elle n'était plus un rêve, mais une compétence, et cette compétence portait un nom, celui d'Ibrahim Traoré. Dans les cercles stratégiques de Ouagadougou, 3 trajectoires étaient tracées dès les semaines qui suivirent l'opération. Elles formaient une sorte de boussole, base, optimiste et pessimiste. Dans le scénario de base, le Burkina Faso consolide sa défense aérienne, poursuit la formation des ingénieurs et établit un protocole permanent de veille électronique. L'objectif, éviter que l'exploit ne reste isolé. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, un centre intégré de surveillance régionale verrait le jour, appuyé par des partenaires africains respectant la souveraineté nationale. Résultat attendu, stabilité accrue, dissuasion renforcée. Dans le scénario optimiste, l'opération devient catalyseur d'une coopération sahélienne inédite. Les pays voisins, Mali, Niger, Tchad, harmonisent leur système radar et mutualisent la recherche. Les drones africains produits localement apparaissent dans les 12 mois. Les économies régionales profitent du transfert de compétences. Dans ce cas, le Burkina Faso s'imposerait comme pôle technologique de la défense souveraine et Ibrahim Traoré deviendrait figure de leadership continental. Dans le scénario pessimiste, les puissances externes réagissent par des sanctions économiques, en ciblant les circuits d'importation et les aides militaires. La pression extérieure ravive la dépendance, tandis que les tensions internes minent la cohésion nationale. Si cette ligne se confirmait, le pays risquerait un retour partiel à la vulnérabilité initiale. Cependant, même dans cette hypothèse, le précédent du ciel libre demeurerait une balise morale pour le continent. Entre ces 3 branches, une constante subsiste. La souveraineté n'est pas un État, mais un exercice quotidien. Le si, alors, que Traoré aimait rappeler, prend ici tout son sens. Si nous cessons de regarder le ciel, d'autres y reviendront. C'est peut-être la leçon la plus simple et la plus dure de cette victoire silencieuse.
L'écho de cette nuit s'est prolongé bien au-delà des cercles militaires. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, on racontait l'histoire comme une fable moderne, celle d'un petit pays qui avait levé la tête. Les jeunes, fascinés par la précision technique du geste, ont commencé à rêver non pas de partir, mais de construire. Les écoles d'ingénieurs ont vu affluer des candidatures. Les radios locales ont ouvert des émissions consacrées à la science burkinabé. Les maires, dans les marchés, répétaient avec fierté le nom d'Ibrahim Traoré. Pas comme celui d'un héros lointain, mais d'un homme qui avait prouvé qu'on pouvait dire non sans crier. Pour beaucoup, la victoire symbolisait un redressement moral. Le pays n'était plus simplement le théâtre des décisions d'autrui. Il devenait acteur, artisan de son propre récit. Même dans la diaspora, cette perception a trouvé un écho. Des associations ont collecté des fonds pour soutenir la formation technologique locale, voyant dans cette initiative une revanche intellectuelle contre des décennies de dépendance. Ainsi, le message du capitaine dépassait les frontières. Il rappelait que la souveraineté n'est pas qu'une affaire d'armement, mais de regard. Et ce regard, désormais, portait plus loin, vers un futur que les Burkinabés pouvaient enfin imaginer à leur mesure. Après la nuit des drones, Ibrahim Traoré n'a pas laissé le souffle de la victoire se dissiper. Il a transformé l'élan symbolique en plan mesurable, structuré en 5 étapes claires. D'abord, chaque base régionale devait former ses propres techniciens radars, à raison de 100 diplômés par an, afin de garantir la pérennité du savoir-faire. Ensuite, les anciens systèmes de détection ont été remis à niveau à partir de pièces recyclées et d'algorithmes open source africains. Cette hybridation économique a réduit les coûts de maintenance de 42%. Puis, au lieu d'importer des instructeurs étrangers, le Burkina Faso a proposé des accords de formation croisée avec ses voisins sahéliens. Chaque partenariat devait être régi par un principe simple. Pas de dépendance, seulement de l'échange. Ensuite, les archives de surveillance ont été centralisées sous autorité nationale, protégées par chiffrement local. Une mesure modeste, mais essentielle, pour garder le contrôle des informations sensibles. Enfin, tous les trimestres, un audit interne devait évaluer l'efficacité des dispositifs. Temps de détection, taux d'alerte, fiabilité des capteurs. Ces indicateurs permettraient d'ajuster le programme sans attendre la crise. Ainsi, la victoire d'une nuit devenait un processus. Le capitaine savait qu'aucune indépendance n'existe sans maintenance. Et à chaque étape, la même question revenait. « Sommes-nous encore observés ?» Cette vigilance, plus que les missiles, était désormais la vraie défense du Burkina Faso. Dans une petite salle de commandement, les écrans sont désormais éteints. Les voix se sont tues, mais quelque chose demeure suspendu dans l'air. Une conscience nouvelle. Ibrahim Traoré regarde la carte du pays accrochée au mur. Chaque point, chaque ligne, chaque frontière lui rappelle le prix du silence brisé. Il ne parle pas de victoire, il parle de continuité. Car ce qu'il a déclenché cette nuit-là dépasse la technologie. C'est un acte de mémoire et d'identité. Dans les écoles, les enfants répètent son nom avec respect, non comme une légende, mais comme un témoin du possible. Et dans les rues de Ouagadougou, un sentiment fragile circule, celui que l'Afrique peut se regarder elle-même sans détourner les yeux. Le retour du regard, c'est peut-être cela, la vraie révolution. Un pays qui apprend à se voir devient un pays qui ne s'efface plus. Et quand le ciel reste clair au-dessus du Sahel, on se souvient que, cette nuit-là, le chasseur a vraiment regardé en arrière. Le matin revient, calme et dense, sur les toits d'Ouagadougou. La poussière dorée flotte encore, mais le regard des habitants a changé. Dans les radios locales, on ne parle plus seulement de guerre ou de menaces, mais de préparation, d'éducation, de vigilance collective. Le message d'Ibrahim Traoré, répété sans emphase, traverse toutes les couches sociales. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une discipline. Les jeunes entrepreneurs y voient une leçon d'autonomie. Les enseignants, un modèle de responsabilité. Les soldats, un serment silencieux. Et dans ce cœur discret,
Une question demeure, portée comme un souffle. Et nous, que ferons-nous de cette conscience nouvelle? Car si le ciel appartient désormais à ceux qui le regardent, alors chaque citoyen devient gardien. Le Burkina Faso n'a pas seulement défendu son espace aérien, il a redéfini sa respiration. Le monde observe encore, incrédule. Mais ici, au cœur du Sahel, on sait déjà que le silence peut être une arme et que la vigilance partagée est une forme de paix durable.